Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce KatchaCast live. J'ai avec moi donc Félix qui va vous redire bonjour parce que je suis un boulet. Hello. Et Sabrine qui va être adorable en plus d'être notre invitée et jouer le jeu de redire bonjour parce que voilà, c'est comme dans le catch, on joue un peu le jeu quelque part. Salut Sabrine. Alors, adorable, je sais pas, mais salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien en ce deuxième confinement. Oui. Ouais. On va essayer de surmonter ça ensemble justement avec toi parce qu'on a un joli programme. En l'occurrence, on va parler de journalisme et catch, ou catch et journalisme, vous prendrez dans le sens que vous voulez, vous verrez. Ouais. C'est un petit peu les chiasmes de chercheurs, hein. Vous savez, on aime bien inverser les trucs dans un sens et dans l'autre. Sabrine voit très bien de quoi je veux parler. Et on va essayer de se demander ce que c'est un petit peu un mariage impossible et qu'est-ce qu'on définit quand on définit le journalisme catchesque. Catchesque, je m'en emmêle les pinceaux. Je vais laisser effectivement un petit peu Félix planter le décor d'une certaine manière parce que c'est parti d'une certaine occasion et c'est parti avec une certaine motivation. Et comme souvent quand il y a des émissions, je m'en veux toujours de subtiliser l'élément, l'électron libre qui motive tout ça. Donc je rends à César ce qui est à Félix et je te laisse un petit peu nous dire comment on va faire tout ça, comment on va en parler ce soir. Déjà, le point de départ que tu voulais établir, le point de départ de cette émission, il est double. Déjà, il y a Sabrine elle-même à qui on a parlé déjà dans l'émission, c'était en juillet ou en juin, il me semble, pour un tout autre sujet qui était le sujet Speaking Out. Mais Sabrine, elle a fait des enquêtes sur la question du harcèlement sexuel dans le catch. Elle a été journaliste au Mexique aussi, donc on a parlé beaucoup de ça. Et donc on s'est dit, mais on pourrait faire une émission complètement sur le sujet du journalisme dans le catch et le journalisme de catch aussi. Donc déjà point de départ, parce qu'en plus elle avait fait un mémoire sur la question. Sur lequel on va pas mal se baser d'ailleurs. Et puis l'autre versant de ce point de départ, c'était une grosse discussion dans laquelle on était impliqués, Sabrine et moi, sur Twitter, sur un débat de est-ce que le journalisme de catch, ça existe vraiment? Qu'est-ce que c'est qu'un journaliste finalement? Surtout dans un milieu aussi compliqué que le catch, mais aussi intriguant aussi, mine de rien. Donc on s'est dit, mais allons-y, parlons-en, on va en débattre ensemble et avec vous. J'espère que vous soyez tous impliqués dans le chat autant que nous dans ce débat. Voilà comme point de départ. Est-ce qu'on ne commencerait pas, justement en parlant de définition, par définir, Sabrine, ce que toi tu fais, est-ce que tu te définis comme une journaliste de catch? Et si oui, comment tu te définis? D'accord. Déjà, je vais présenter mon costume d'Halloween. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un effort surdimensionnel, voilà. Le merch d'Amel, la première femme superstar féminine française. Donc voilà, j'ai pas fait un effort incroyable, mais j'ai essayé. Donc le merch n'est plus disponible malheureusement parce qu'on sait les restrictions qu'a donné la WWE vis-à-vis de ce superstar. C'est une rareté maintenant. Mais on espère que le shop de la WWE va en mettre en vente bientôt, comme ça on pourra tous les acheter et tous donner notre argent à ML et à la WWE. Voilà, donc ça c'est au moins la première déjà. C'est ça, petit aparté. Mais sinon, pour définir le journalisme, enfin pour définir moi ce que je fais. Oui. Alors déjà, je l'avais dit dans l'émission précédente, moi j'ai fait des études en journalisme. Donc j'étais à l'IUT de Lannion, qui est une école de journalisme, enfin une formation en journalisme qui est reconnue par la profession. Reconnue par la profession, ça veut dire reconnue par la commission de la carte, qui délivre la carte de presse. Et en gros, il y a 14 écoles en France qui ont ce statut. 14 établissements qui ont ce statut-là. Et ce sont les formations qui sont données par ces établissements qui sont reconnues. Et donc, ça donne une légitimité, entre guillemets, puisque ça donne accès à certains concours dans des grands médias comme France Télévisions, comme Le Monde, etc. Mais en même temps, d'autres personnes qui viennent d'autres formations qui ne sont pas forcément reconnues peuvent très bien devenir journalistes dans ces médias-là. Voilà, Félix, c'est un exemple parfait. Donc il y a toujours, en fait, c'est toujours très ambigu et il y a même des personnes qui ne sont pas issues de formation en journalisme qui peuvent devenir journalistes aussi. Donc en fait, c'est une profession qui n'est pas vraiment,
comment dire, qu'il n'y a pas d'ordre des journalistes comme il peut y avoir un ordre des médecins ou un barreau pour les avocats. Enfin voilà, il n'y a pas. Il y a une éthique journalistique, mais il n'y a pas d'ordre en tant que tel ou de. Voilà. Oui, voilà. Et la commission de la carte n'est pas non plus un ordre, que on en a déjà parlé, mais avoir la carte de presse, ça ne veut pas dire être un journaliste légitime, puisque beaucoup de journalistes n'ont pas la carte de presse et peuvent exercer ce métier, peuvent entrer dans des lieux publics, des conférences de presse, etc., sans avoir de carte de presse. Moi, j'ai jamais eu la carte de presse, parce que, en fait, avoir la carte de presse, c'est surtout de l'administration. C'est avoir travaillé en CDD, ou justifier que pendant 2 mois, on a eu des revenus qui viennent seulement du journalisme. Enfin, bref, c'est de l'administratif et ça donne juste un rabattement fiscal. C'est pas non plus gage de légitimité. Donc, pour ma part, moi, ce que j'ai fait dans le journalisme, j'ai fait majoritairement des stages issus de mon école. Donc, j'ai travaillé à Ouest France, beaucoup, Presse Océan, Al Jazeera English, Reuters TV à Paris, au bureau de Paris. Et j'ai fait aussi, du coup, Super Libre à Canal 58, qui est une radio mexicaine. Donc, en gros, ça, qui va beaucoup nous intéresser, d'ailleurs. Voilà, donc ça, c'est un de mes plus gros travaux, mais... Et là, actuellement, tu travailles, par rapport vraiment au journalisme de catch, tu travailles où, comment, avec qui, sur quoi? Bah alors, maintenant, là, journalisme de catch, je suis encore en contact avec Super Libre, mais déjà, eux, ils n'ont pas de show, donc c'est compliqué, nous non plus. Je leur avais dit que si j'avais des shows, je pourrais tourner des petits épisodes pour eux, pour leur émission de web TV. Sauf que ils n'ont plus d'émission de web TV puisque c'est le Covid, donc ils n'ont pas accès au studio. Vous savez, donc pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Oui, forcément. J'essaye de faire des trucs pour Vox Catch, pareil, en fonction de mon temps, parce que j'ai un travail à côté. Et du coup, aussi, j'essaie de gérer un peu ma chaîne YouTube qui est un peu en stand-by aussi, mais pour qui j'ai des projets aussi. Donc, en fait... on essaye. Profitez bien de ce côté-là. Donc, toutes les infos sont dans le titre @sabikanrana. J'en profite pour remercier pour les follow. J'espère que je n'écorcherai pas de Super Kid NP et également oui, tout à fait, de Bye Frenchy. Et un énorme merci à Punky, à ceux qui arrivent via un raid. Merci beaucoup. Donc, je fais volontairement court parce qu'on est aussi sur une dimension de podcast, mais le cœur est là. Et puis, vous avez toutes les infos s'il y a besoin autour de Death Podcast. On est avec Sabrine, avec qui on va parler de catch et de journalisme. On va justement un petit peu déployer le pourquoi du comment, et on va commencer avec un truc justement d'ailleurs qui va assez vite nous intéresser au niveau définition. D'abord, on va lâcher un peu le pavé dans la mare, si tu m'y autorises, Félix. Est-ce qu'un journaliste de catch, ça existe? C'est un petit peu ça la question qui avait lancé une certaine discussion sur Twitter, qui est à l'origine de la discussion qu'on a ce soir. Et après, on expliquera, d'ailleurs, pour ceux qui sont moins familiers, qui arrivent plus pour le journalisme que pour le catch, ce que c'est qu'une notion clé qu'on a déjà définie, qui est le kayfabe. Donc je te laisse un petit peu délimiter tout ça, et je suis là si besoin, et Sabrine aussi. Déjà, oui, la question, c'était, voilà, on sait que il y a le journaliste en lui-même, donc voilà, avec ou sans carte de presse, avec ou sans diplôme. Il y a le journaliste qui enquête sur le terrain. Il y a celui qui couvre l'actualité, pas forcément sur place, mais peut-être à distance, mais qui connaît tout un univers, une niche en fait, un sujet niche dont il est vraiment expert. Ça existe aussi. Et on sait qu'il y a des journalistes dits spécialisés. Il y a les journalistes sportifs, il y a les journalistes scientifiques, il y a aussi les critiques de cinéma, qui sont quand même des journalistes, la plupart à la base. Mais est-ce qu'un journaliste de catch, ça existe vraiment? Nous, on se posait la question parce que c'est quand même un truc très spécial, parce que c'est pas le catch, c'est ni un sport, ni un spectacle, c'est les deux en même temps. Toi, dans ton mémoire, Sabrine, tu as posé forcément cette question-là, et qu'est-ce que tu as eu comme réponse par rapport à ça? Alors, moi, je pense que alors, c'est ni oui ni non dans ce que j'ai eu comme réponse. Je pense que c'est pas quelque chose qui est tranché, et je pense que c'est lié à beaucoup de choses. Déjà, le journalisme dans le catch est confronté aux mêmes problématiques que le journalisme sportif, ou le journalisme de sport, ça dépend des points de vue, que les journalistes culture ou que les journalistes en politique. C'est le rapport aux sources, en fait.
chaque métier de journaliste, mais même pour ceux qui sont en presse quotidienne régionale, dans les France ou d'autres journaux, on est confronté à la relation que l'on a avec nos sources. Et en fait, sans source, on ne peut pas avoir d'informations. Donc ça implique aussi le fait de faire des compromis pour pouvoir avoir accès à ces sources et ne pas se griller auprès d'elles et donc ne plus avoir accès à ces informations. Donc typiquement, un journaliste en PQR, en presse quotidienne régionale, il va éviter de se griller auprès du commissaire de sa ville pour continuer d'avoir des informations pour écrire ses papiers sur les faits divers qui se passent dans sa ville. Un journaliste de sport ou un journaliste sportif va éviter de se griller auprès du chargé de communication du club de foot de sa région ou du club de foot qu'il couvre parce que il va avoir accès aux tribunes presse et aux conférences de presse. Un journaliste politique, pareil, qui couvre la gauche, il va éviter de se griller auprès de la gauche pour essayer d'avoir des informations. Et en fait, tout ça, c'est la base du journalisme, c'est travailler ses sources pour éviter justement de se retrouver sans matière à traiter. Et le catch, c'est exactement pareil, sauf que c'est encore plus compliqué, enfin, selon moi, parce que le catch, on en a parlé du coup, mais c'est un milieu qui se protège énormément. C'est un milieu, on en a parlé, qui établit son kayfabe, c'est-à-dire qui refuse de montrer ses coulisses et qui demande pour la plupart du temps à ses catcheurs de garder le kayfabe et donc de ne pas diffuser les secrets du milieu, voire même de rester dans leur personnage pour certains cas. Et donc, en tant que journaliste, c'est compliqué d'être confronté à ça parce qu'on se retrouve parfois à devoir faire de la surface, à devoir faire du journalisme de divertissement qui rentre dans le milieu et on se retrouve en fait bloqué à ne pas pouvoir faire de l'investigation à cause de ça, justement. Ce qui, entre guillemets, ironiquement, a été la base de ton terrain d'expérience, de ton stage à Guadalajara, ouf, j'ai bien prononcé, en l'occurrence, à la CMLL, on en parlera un petit peu après. Peut-être redéfinir très brièvement avec sa fameuse définition inversée ce qu'est le kayfabe, parce qu'on a eu des gens qui nous ont rejoints et qui sont peut-être pas forcément supracalés sur les termes techniques de catch. Hein, c'est un inverse qui donne finalement un anagramme qui donne be fake, c'est-à-dire de cultiver cette dimension de la fiction, du fait qu'on n'est pas dans la réalité, mais on ne rentrera pas dans ce débat, on vous invite, hein, il y a plein d'épisodes du Catch à Cast qui ont largement parlé de ça, en long, en large et en travers, la suspension d'incrédulité, etc. C'est pas la question de est-ce que le catch c'est pour de vrai ou pas, c'est pas du tout ça, là c'est simple, voilà, là c'est simplement qu'on est dans ce qu'on va appeler effectivement un simulacre, c'est entendu qu'on est là-dedans, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas dans une réalité sportive en plus de divertissement. Oui, Félix, excuse-moi, tu voulais peut-être rajouter... Oui, moi j'allais rebondir. Tu cites effectivement le fait que c'est les sources qui déterminent finalement qui va être l'information journalistique qui va être tirée et traitée et partagée. Et donc en fait, le problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais on en parle et on en débat, donc forcément il y a quelque chose à dénouer, c'est le fait que la source catchesque, elle est inhérente souvent au kayfabe. Pour toi, pourquoi encore aujourd'hui, en 2020, où la grande majorité des personnes savent que le catch est entre guillemets fake, donc c'est-à-dire en fait théâtralisé, chorégraphié, même si les chutes sont réelles, la plupart des coups le sont aussi, en quoi ce kayfabe continue d'être transmis et exploité par les catcheurs, donc les catcheurs ou les promoteurs ou toutes les personnes qui pratiquent d'une manière ou d'une autre le catch et le font vivre. Comment ça se fait qu'ils continuent à utiliser ce kayfabe, même auprès des journalistes qui sont censés dire la vérité et apporter une information réelle, honnête et objective? Je pense qu'il y a plusieurs critères déjà. Je pense qu'il y a le critère du fait que déjà c'est comme la magie en fait. Ils n'ont pas envie de donner les clés et les codes de leur milieu. Ils ont envie de garder un peu ce côté suspense entre guillemets, ne pas montrer aux gens ce qui se passe derrière, comment ça se construit un match, parce que sinon ça montrerait aussi des choses qui laisseraient penser que en fait c'est relativement accessible, c'est pas si incroyable que ça, alors que pas du tout, mais il y a encore ce point de vue-là qui réside dans la tête de certains catcheurs et de certaines catcheuses. Et il y a aussi le côté où pendant longtemps le catch a tellement, parce que la crédulité était jouée à fond, c'est-à-dire qu'on jouait à fond la carte du kayfabe à un moment, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui.
Mais du coup, il y a aussi ce côté où ils n'ont pas envie de laisser entrer totalement des journalistes, des chercheurs dans leur terrain, parce qu'ils se disent on a déjà suffisamment été humiliés comme ça. Donc on va garder ce côté un peu mystère pour éviter qu'ils entrent totalement dans notre milieu et que du coup ils en comprennent les codes et que peut-être ça les fasse se moquer encore plus de nous, en fait. Mais en Moi, fait, je pense... oui, vas-y, continue, et après je vais rebondir. Non, voilà, j'ai fini. Mais en fait, pour moi, c'est complètement paradoxal, parce que le fait de garder ces codes, voilà, de garder les rideaux fermés sur cet art, finalement, c'est ne pas le revendiquer, cet art. Parce qu'on ne peut pas considérer un art sans vraiment savoir en quoi il y a un artisanat derrière, en quoi il est fait. C'est comme les acteurs de cinéma ou les comédiens de théâtre. Tu peux pas te revendiquer. Pour moi, je sais pas, vous allez me dire Sabrine et Mehdi, mais pour moi, tu peux pas te revendiquer artiste sans pouvoir parler de ton art, pouvoir dire en quoi tu, euh, tu revendiques être un artiste. euh, parce que tu dois bien pouvoir le montrer. Il y a un talent, il y a toute une mise en scène, il y a toute une créativité derrière le catch qui en fait vraiment un art. Et si tu le caches et si tu ne le montres à personne, euh, personne ne peut le dire. Et donc personne ne peut élever le catch au rang d'art, finalement. Pour moi, c'est ça le vrai paradoxe. Je vois que Mehdi, il tortille un peu la tête. Est-ce que tu as envie de rebondir sur ce que... Non, non, je dandine parce que je me pose la question presque d'un point de vue philosophique avec toi. Comment est-ce que tu fais quand ce que tu questionnes là, c'est la définition même de l'art en question, d'une certaine manière. C'est quasiment son ADN. Ça me pose cette question-là. Après, dans ce que tu as proposé, dans une dimension idéale, je vais un peu faire le normand par rapport à la première réponse de Sabrine tout à l'heure. Oui, oui et non dans ce que tu proposes, mais d'un autre côté, quand tu viens interroger ça, moi ce qui m'a marqué dans le travail, alors on dit le travail de Sabrine depuis tout à l'heure, on part d'une base pour ceux qui nous rejoignent, qui a été un travail de recherche qu'elle a fait, donc un mémoire qu'elle a réalisé, voilà, et dedans, il y a vraiment différents discours, différentes hiérarchies aussi de la façon dont on parle. Sabrine, par exemple, insiste beaucoup. Moi, je pense qu'il y a un truc qui m'intéresse dans ce que tu proposes, Félix, c'est aussi la dimension culturelle. Je vais donner un exemple simple. Elle se base beaucoup donc sur le catch de la lucha libre, le catch mexicain. Et en l'occurrence, elle explique que là-bas, il y a vraiment toute cette dimension, tu utilises toi-même le terme, hein, Sabrine, de sacré. Ça, on le sait, si on est un minimum renseigné en culture G, on sait que là-bas, vraiment, ça a une place très importante, surtout dans la culture, auprès de la culture populaire. Et de fait, il y a une espèce d'entretien comme ça qui, de fait, de facto, fonctionne. Après, il y a aussi des cultures, je dirais, qui sont assez carrées dans leur fonctionnement, sans être trop dans le cliché. Au Japon, ça marche pas mal, ça aussi. Il y a un respect de ce kayfabe qui est plutôt parce que la culture japonaise est quand même a un fonctionnement assez carré, assez ordonné, qui fonctionne dans le collectif, etc. Mais pour l'instant, et c'est aussi tout l'intérêt de la discussion, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est-à-dire, dans ce que tu évoques, toi, Félix, il y a la dimension très noble, mais comment tu fais quand tu parles d'une chose qui est constitutive de l'art en question? Voilà, moi je renvoie la question vers une question, d'une certaine façon. Bah, peut-être pour vous répondre à vous deux, je pense que déjà, tu as un peu résumé le truc, Mehdi, mais je pense que chacun a sa définition du kayfabe. Et déjà, ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que, bah, vous l'avez vu dans mon mémoire, j'interroge plusieurs personnes du Mexique et de France, plutôt, parce que j'ai pas eu beaucoup de personnes aux États-Unis, en Angleterre, c'est pas faute d'avoir essayé, mais voilà. Et en fait, on a plusieurs points de vue différents. Il y a des gens qui pensent que le kayfabe est mort. Qu'en fait, aujourd'hui, le kayfabe n'a plus aucun intérêt. C'était le point de vue de Darren, notamment, qui est le rédacteur en chef de Vox Catch, qui me disait que pour lui, quand il traite le catch, en fait, il part du principe que bah, c'est terminé, en fait, ce côté où on ferme les rideaux, etc. Parce qu'avec Internet, Oui. parce qu'avec les nouveaux modes de communication, les podcasts, etc., et même la manière dont la WWE communique aujourd'hui, si on se base sur le mastodonte du catch, il n'y a plus de kayfabe. Total Divas, tout sur le network, type Last Ride, type WWE24, tout ça, bah, ça casse les codes du kayfabe, ça rentre dans les coulisses, ça rentre dans l'intimité des catcheurs. Parfois, on donne leur vrai nom,
montre en train de s'entraîner, on les montre amis entre eux alors que sur le ring, ils se détestent. Enfin voilà, donc selon Darren, c'était mort. Et puis il y en a d'autres qui vont te dire, ouais, c'est mort, mais ça a changé. Aujourd'hui, le kayfabe, c'est plus la même chose. ML, notamment, du coup, elle m'expliquait que selon elle, le kayfabe, c'était justement ne pas révéler tous les codes de ce qu'ils font sur le ring. Elle voulait vraiment protéger le côté, moi, je veux pas te dire comment on fait cette prise-là, parce qu'après, on va te dire, c'est facile, et du coup, on va partir du principe qu'il n'y a pas d'effort derrière. Et donc, elle a toujours un point d'honneur à improviser la majorité des choses qu'elle fait sur le ring quand il y a un journaliste avec elle, parce qu'elle veut montrer que le catch, c'est un sport, en fait, et c'est un sport de combat, et elle veut pas montrer tous les codes de comment ça se passe sur un ring et comment on fait pour construire un match. Donc voilà, donc en fait, chacun a sa vision du kayfabe, et d'un autre côté, il y avait Norbert Feuillant qui disait, moi, je trouve ça scandaleux qu'aujourd'hui, le kayfabe, ça n'existe plus, et si moi, j'étais promoteur, je ferais en sorte de... d'ailleurs, il a été à un moment... parmi les promoteurs d'N-Catch, il expliquait que lui, il avait un point d'honneur à respecter le kayfabe et à du coup faire en sorte que donc quand le champion sortait, il l'accompagnait jusqu'aux toilettes avec sa ceinture, etc. pour montrer aux gens qu'il est champion même jusqu'aux toilettes en fait. Donc il me disait c'est pousser le grotesque à tel point que en fait, les gens y croient, quoi. Les gens se disent, ah ouais, le mec va avec sa ceinture aux toilettes, quoi. C'est un truc de fou. Ça pourrait être une punchline presque de promo, tu vois. Champion jusqu'aux toilettes. mais en fait, du coup, ça se développe en fonction des personnes. Donc, au-delà, il y a la culture, il y a plein de choses qui se jouent, mais en fait, c'est que c'est conflictuel, même au sein du catch et au sein de certains types de catch, parce qu'il y a même au Mexique, il y en a qui vont avoir moins de scrupules à briser le kayfabe que d'autres, parce qu'ils auront travaillé dans d'autres pays ou parce que leur vision du catch n'est pas la même que d'autres visions très tradies, comme pour le coup le CMLL qui est tradit jusqu'au bout, à tel point que ça en devient presque, on en a parlé, mais presque grotesque des fois. C'est la plus vieille promotion de catch au monde aussi. Donc, on parlait... il y a tout un bagage, un héritage derrière qui est difficile à abandonner, quoi. On parlait de Norbert Feuillant, à qui Félix a emprunté la moustache pour ce soir, qui est un animateur notamment sur la chaîne Toonami de l'AEW, donc nouvelle fédération américaine en vogue. Enfin, on dit ça pour les personnes qui vraiment seraient néophytes, vu que ça commence à à dater maintenant. Je vais vous renvoyer sur un autre axe, en l'occurrence. On a parlé de la question, pas encore tout à fait, mais on y reviendra un peu après, de la légitimité, comment est-ce qu'on entretient ça, on en a parlé un peu avec Sabrine. Là on a parlé des limites, alors d'une part, je voulais juste rajouter un petit élément, donc les limites je pense qu'elles peuvent être, on n'a pas parlé, même ça peut être évident, mais elles peuvent être aussi de par les enjeux financiers, c'est-à-dire que je pense qu'en fonction des périodes, les fédérations vont laisser faire un certain kayfabe et moins un autre quand ça rapporte. Après il y a l'éthique de la boîte, mais ça reste des boîtes, ça reste du capitalisme, voilà, sans faire de politique de comptoir. Et je repensais aussi récemment, parce qu'en plus le hasard a fait, Sabrine, que tu as été avec nous pour cet enjeu-là la fois précédente en live, qui était donc Speaking Out, qui a été un hashtag et un équivalent pour aller très vite pour ceux qui sont pas familiers, à un peu un balance ton port comme on l'a eu en France, qui était de dénoncer les agressions sexuelles, le sexisme, etc. Et est-ce que, moi je me pose la question, est-ce qu'aussi une espèce d'effraction comme ça dans le réel avec un événement aussi fort que celui-là, même si on s'en serait passé, mais bon, c'est comme ça, on compose avec, et on avance, espérons. Est-ce que ça peut pas aussi travailler et aider le rapport à la fois au kayfabe, et à la fois donc par extension au journalisme catchesque? Est-ce qu'une espèce de pavé dans la mare comme ça... Moi, je vais être un peu méchante avec le catch sur cette réponse, même si du coup c'est une discipline que j'aime beaucoup. Mais je pense que... Qui aime bien châtie bien, qui aime trop châtie trop. Mais je pense que en fait le catch ça n'a pas toujours été un milieu très, très sain. Non. Ça a aussi souvent été construit sur du sexisme, parfois des agressions sexuelles ou des moments où en fait les femmes traitées. Il y a eu le cas de Fabulous Moolah à la WWE où il y a eu quand même
eu des histoires de proxénétisme limite, hein, quand même. etc. Ah oui, complètement. Donc, en fait, il y a aussi le côté où le kayfabe, ça protège ce genre d'agissement. Et au-delà de ça, par exemple, les abus lors des entraînements, etc., on va te vendre le truc en te disant kayfabe, tu parles pas de tes entraînements. Et derrière, on va en profiter pour abuser de toi pendant un entraînement, physiquement, mentalement, ce que tu veux, mais t'en parles pas, c'est kayfabe. Donc en fait, je pense qu'il y a aussi, ça a arrangé certains l'histoire du kayfabe, parce que justement, ils peuvent parler de ces problèmes-là. Et aujourd'hui, le speaking out, ça s'est aussi fait parce que justement, il n'y a plus trop de kayfabe, en tout cas plus sur Internet, dans la communauté, des gens qui sont comment dire, connaisseurs du sujet. Oui. Ces gens-là, ils sont plus dupes. Donc le kayfabe, ça marche pas auprès de ces gens-là, ou alors dans des mesures moindres sur des sujets qui ne les touchent pas directement. Mais donc le speaking out, ça marche parce que justement le kayfabe a changé aujourd'hui et n'est plus le même qu'avant. Et mais après, ça a resté toujours un sujet qui est très difficile. Et on a, malgré le fait que ça ait ouvert des portes, il y a des entreprises qui, enfin, typiquement, Stéphanie McMahon, dans certaines conférences de presse, il y avait marqué qu'il y avait interdiction de poser des questions. Bien sûr, de la même manière qu'on n'évoque jamais le Covid spontanément, enfin avec son nom vraiment, à la WWE. Mais pour recentrer un petit peu avec ma question, alors on sait que le terreau de base dans le catch, comme dans d'autres domaines, et c'est pas pour amoindrir que dans le catch, il n'était pas toujours très sain. On a parlé de sexisme, etc., mais il y a aussi d'exploitation de classe, on pourrait aller sur plein de choses, hein, il y a des réalités à ce niveau-là. Mais simplement est-ce que, comme ça, voilà, ce grand boom, ce côté électrochoc de cette situation-là, est-ce que vous pensez pas que ça peut, voilà, comme ça, ébranler le kayfabe et par définition commencer à se poser? Pourquoi j'ai cette idée-là, Sabrine, pour te relancer? Après, Félix, si tu as vraiment une idée précise, n'hésite pas. C'est qu'à un moment de ton mémoire, tu parles d'une anecdote avec un journaliste de Konbini qui était venu un peu en mode touriste sur un événement de catch, qui était en plus en mode tout frais payé, etc. Bon, ça encore, c'est une autre affaire. Et qui s'intéressait même pas en tant que tel en fait à ce qu'il couvrait. Donc ce que je veux dire, c'est est-ce que des effets de réel qui sont pas justement sur le côté fake, cet entretien du simulacre, peuvent pas permettre de conscientiser dans les mémoires que c'est un objet, un art comme un autre. Voilà, c'est un peu ça. Comment ça peut ouvrir le rideau surtout, quoi, c'est ça? Ouais, oui, voilà, c'est aussi un peu ça. Après, ça peut rester sans réponse, hein, la question, évidemment, et on peut toujours avancer, la reprendre peut-être plus tard. Non, mais surtout, c'est bien, ça fait pour moi, là, il y a une transition avec un autre point qu'on voulait aborder. Je t'en prie. C'était justement, est-ce que pour se revendiquer journaliste de catch, être journaliste qui couvre du catch, parce que là, l'exemple de Konbini est bien, parce que ça peut être Konbini ou un autre, mais... oui, parce que surtout que chaque année, il y en a un différent. Ouais, donc voilà. Exactement. Donc là, en l'occurrence, le journaliste que tu citais, il n'avait pas l'air d'être fan de catch. Donc il connaissait vraiment pas le catch parce que tu disais qu'il posait vraiment les questions les plus basiques, les premières, les primordiales. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et donc, est-ce que pour être journaliste de catch, il faut forcément passer par l'obtention d'une vraie passion pour le catch, pour le sujet? Parce qu'on peut être journaliste scientifique. Je fais comme ça parce que entre guillemets, voilà, à tout hasard. Est-ce qu'on est journaliste scientifique est-ce qu'on doit être passionné de sciences, de toutes les sciences ou même d'une science précise pour être journaliste scientifique, comme on peut être journaliste de catch? Est-ce qu'il faut être forcément fan de catch pour être un bon journaliste de catch ou juste journaliste de catch? Est-ce que pour toi, est-ce que c'est indispensable? Déjà, pour revenir sur le journaliste de Konbini, oui, c'est ça. C'est au-delà de plein des trucs offerts, plein de médias avoir des trucs offerts de la part de la WWE, d'aller couvrir pour donner aussi une plus grosse exposition au catch, parce que Konbini, quand même, c'est un gros média qui du coup, a beaucoup de viewers, followers, je ne sais pas. Donc, en fait, il est vraiment venu pour parler, parce qu'il faut se dire que le public de Konbini, c'est pas un public de fans de catch. Donc, c'est aussi légitime qu'une personne comme ça pose ce genre de questions pour qu'elle puisse transmettre le sujet aux novices, aux personnes qui ne connaissent pas la discipline. Après, il était relativement bien entouré pour pouvoir en parler de manière totalement bienveillante. C'est ça le terme aussi, c'est ça. Donc voilà, après le truc c'est ça, c'est qu'on peut avoir des journalistes qui ne connaissent pas la discipline,
Le tout, c'est justement de montrer à ces gens-là. Et je pense que aujourd'hui, certains le font très bien, en France notamment. Il y a eu un moment où en France, c'était très vite tourné en ridicule. Ça passait à la méthode Coé et ça faisait des conneries sur le plateau. Voilà. Et aujourd'hui, la PC ou encore ML, ils essayent de faire en sorte que les produits médiatiques qui sortent sur eux ou sur cette structure en l'occurrence soient les plus bienveillants possibles. Donc il y a eu Tout sur le sport qui avait fait un reportage en 3 épisodes sur Aigle Blanc. Et pour le coup, moi, j'avais trouvé ce reportage très très bon parce qu'au final, il montrait vraiment les difficultés des catcheurs sur la route, etc. Comment ils devaient faire attention à leur physique. Et en même temps, c'était très bienveillant. Ça ne remettait pas du tout en cause le côté faux, le côté vrai. Et ça parlait plus du côté sportif du truc et des sacrifices que ça peut engendrer. Elle-même, pareil, elle se débrouille très bien. C'est ce sujet-là. Donc, la majorité des reportages qui ont été faits sur elle ont été très bienveillants par rapport à la discipline et la montrent vraiment comme... elle aussi, elle utilise des mots où elle parle de sacrifice, de travail acharné et on voit que c'est pas un truc anodin. Mais après, du coup, pour répondre à ta question, moi, je pense que c'est le cas un peu pour tout, tu vois. C'est-à-dire que si tu parles du journalisme de sport, et du coup, on va parler du journalisme sur le foot, en l'occurrence, mais déjà, c'est un milieu, le journalisme sur le foot, c'est un milieu de passionnés, hein, et c'est très, très difficile d'y entrer quand t'es pas passionné de foot, quoi. Et c'est limite la course à qui connaît le plus de matchs sur tel ou tel truc, qui connaît le plus de choses. Et pareil, pour la politique, c'est ça, c'est-à-dire que il y a une passion, je sais pas si... Enfin, oui, il y a des gens qui sont passionnés de politique, mais en fait, le truc, c'est vraiment d'avoir un bagage intellectuel sur le sujet. Et je pense que oui, pour être journaliste spécialisé dans le catch, il le faut, ce bagage. Si tu n'as pas les connaissances nécessaires sur le sujet, si tu n'as pas un minimum comment dire, d'informations historiques sur le sujet aussi, c'est compliqué de le traiter. Donc je pense que oui, si tu veux être spécialisé dans quelque chose, il faut que tu aies un peu ces connaissances générales sur le sujet. Après, le journalisme scientifique, c'est différent parce que c'est plus un domaine qu'un, comment dire, c'est un domaine qui est très partageable aussi, c'est-à-dire c'est des choses, oui. Même si on n'est pas un spécialiste d'épidémiologie ou quoi ou qu'est-ce, on sait, on peut se représenter à peu près ce que ça représente. Félix, tu allais dire, excuse-moi. Oui, moi j'allais dire, effectivement, je suis d'accord avec toi, il faut quand même, oui, il va y avoir un mais, c'est le ton du je suis complètement d'accord avec toi pour que ce soit la politique, le catch, le sport, la science. Il faut quand même avoir un bagage derrière, que ce soit d'intérêt personnel ou juste un bagage entre guillemets culturel, intellectuel ou d'éducation derrière. Mais je pense que le journaliste, il doit aussi pouvoir mobiliser un intérêt, une curiosité qui est universelle pour traiter d'un sujet même très spécialisé. Alors, c'est ça qui est difficile avec le catch, c'est que c'est très compliqué et il est très secret. On l'a dit avec le kayfabe. Mais tu vois, tu disais que il y avait l'émission Tout le sport qui avait fait je ne sais plus si c'est celle-là où il avait fait un reportage sur Amal, qui avait très bien... non, c'était sur Aigle Blanc, pardon. Qui avait très bien montré les conditions de la pratique du catch sur la route, l'entraînement, etc. Là, il y a quand même un intérêt. C'est-à-dire que les personnes n'étaient pas forcément spécialisées, connaissaient peut-être même pas ce que c'était vraiment le catch, mais ils ont dit, OK, on va essayer d'être objectif, d'être honnête, de s'investir dans le sujet, de s'intéresser et de le montrer le plus honnêtement possible et avec le plus de bienveillance. C'est ça le terme aussi. Le terme de bienveillance, tu l'as cité, pour le catch et les catcheurs et les catcheuses, c'est très important cette bienveillance. Mais un journaliste, il vient pas avec une bienveillance, il vient juste avec l'envie de traiter d'un sujet le plus... de manière la plus exhaustive possible. Peut-être pas forcément exhaustive, mais au moins avec le plus d'honnêteté, de sincérité dans l'information qu'il transmet. Et c'est ça qui est difficile parce que on peut être bienveillant en étant journaliste, c'est-à-dire voilà, faire ça, être honnête avec l'information, mais pas forcément être bienveillant avec le catch en lui-même, parce qu'on peut aussi dire, mais c'est des conditions horribles dans lesquelles il s'entraîne. C'est vraiment traité comme de la merde par des gens qui connaissent pas le catch. Donc ça, c'est pas forcément bienveillant de raconter ce genre de truc, mais c'est la vérité.
Mais c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, quoi. C'est simplement, tu as lâché un mot, c'est une forme d'éducation au sens large du terme. Ouais, Éducation, je parle même pas, genre, sans forcément celle qu'on reçoit de ses parents, etc. C'est aussi une forme d'intelligence. Et encore une fois, intelligence, c'est pas tout savoir sur le catch ou tout savoir sur tout. C'est d'avoir cette sensibilité-là. Et je reprends encore une autre anecdote que Sabrine prend au sujet de ML. C'est un reportage, je crois, de France Télévisions où elle demandait expressément oui, qu'elle soit pas représentée auprès d'une catcheuse qu'elle affrontait et bah ils ont fait oui oui et puis ils ont diffusé quand même. Donc après il y a cette dimension peut-être aussi en ce moment on est vers une transition vers ça un petit peu encore des derniers levées de boucliers de certains catcheurs qui se disent bah merde ils arrivent même pas à entendre ça. Peut-être que si on arrive déjà à avoir de plus en plus de gens qui viennent avec une vraie curiosité, un vrai intérêt comme tu dis et qui en plus respectent cet entre-deux même s'ils sont pas d'accord fondamentalement qu'ils le saisissent pas, peut-être aussi petit à petit que ça bougera. Mais en l'état actuel des choses, il y a déjà beaucoup de clichés, de trucs d'images préconçues, et en plus des gens qui respectent pas forcément humainement les personnes qui viennent oui. interviewer. Et ça, c'est dans tout sorte de Oui, journalisme. Mais bien sûr. vas-y, Sabrine. Bah, je pense que déjà, ce que tu dis aussi, Mehdi, c'est le fait que les gens qui ne sont pas spécialisés dans le catch, ils le traitent souvent de manière exhaustive en surface. C'est-à-dire que le côté, comme tu dis, Félix, si quelqu'un voulait vraiment s'intéresser au catch et du coup aux conditions d'entraînement, aux conditions de travail, etc., il y aurait énormément de choses à dire. Sauf que je ne pense pas qu'il y ait des journalistes, ou alors peut-être un jour ça viendra, tu vois, qui vont se dire un jour, tiens, si on faisait un sujet d'investigation sur ça, tu vois. Et même s'ils essayaient, ils seraient pas très bien accueillis, je pense, Oui, parce que les catcheurs ne les laisseraient pas autant entrer dans leur milieu, ou en tout cas, s'ils le font, bah, ils se font luper, quoi. Mais la plupart du temps, c'est-à-dire qu'on va leur dire, bah, tu viens filmer à tel show, après on fait une interview, et basta, en fait. Et c'est pas suffisant pour eux de faire une investigation, de voir tout ça à travers bah, quelques minutes d'interview, ouais. des prises, enfin des images prises sur le ring. Mm. Et au-delà de ça, pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense que oui, évidemment, comme tu as dit, il y a être bienveillant, aussi avoir preuve d'une honnêteté intellectuelle, je pense. Et je pense que c'est ça aussi souvent que les gens confondent, c'est que selon moi, l'objectivité journalistique n'existe pas parce que on est tous influencés par nos backgrounds, notre vie en général, nos points de vue. Mais par contre, on fait tous preuve d'une honnêteté, c'est-à-dire que ben, même si tu es, comment dire, si tu penses que ce truc c'est trop bien et c'est la meilleure chose du monde, bah, tu peux aussi faire preuve d'honnêteté et de dire, bah là, Oui, en fait, ça va pas ou là il y a quelque chose qui va pas et ça n'empêche pas d'être bienveillant. Après, je pense que ce qui change entre les journalistes qui le font de manière ponctuelle et qui ne sont pas spécialisés et les journalistes spécialisés, c'est que les journalistes spécialisés ils parlent à un public de oui, connaisseurs. tout Et à à fait. partir de ce moment-là, on n'y met pas la même énergie, on ne fait pas des mêmes choses et on ne traite pas les choses de la même manière. Et, euh, et un journaliste spécialisé, quand il va s'adresser à des connaisseurs, il va pas parler enfin, le documentaire tout sur le sport, il était très bien pour un public de novices. Mais moi, personnellement, j'ai pas appris grand-chose. Je me suis juste dit, ah, c'est cool, c'est un bon reportage qu'ils ont fait sur le catch pour une fois et qui est assez honnête Ouais, ils se sont et pas bienveillant. trompés, ils se sont pas trompés, ils ont pas mal interprété certaines bases. C'est ça, quoi. C'est ça. C'est souvent ça quand C'est ça. qu'on est spécialisé, qu'on regarde des productions comme ça, entre guillemets, généralistes ou mainstream, on regarde surtout ça. Est-ce qu'ils sont pas mal interprétés, ils sont pas trompés, ou ils sont pas aussi laissés trop avoir par le kayfabe aussi? Parce que des Oui. fois, ça, on prend pour argent comptant le kayfabe. Ça, c'est dangereux aussi, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais pour moi, ce qu'on évoque là, il y a deux questions qui remontent derrière. Il y a le côté investissement. Toi, dans ton mémoire, tu parles aussi du fait que pour les pratiquants du catch, donc catcheurs, catcheuses, promoteurs, etc., il y a un truc qui est important, c'est le côté un peu méritocrate du journaliste quand il doit monter sur le ring, quand il s'entraîne avec les catcheurs. Là, il y a comme un palier qui est franchi. Il y a comme, OK, tu es monté sur le ring, tu as testé, tu sais de quoi on te parle. Et donc, on va pouvoir t'en dire plus parce que tu as mérité ça. Est-ce que ça, c'est un truc vraiment inhérent au catch ou on peut le retrouver ailleurs? Je pense que c'est très inhérent au catch, hein. Il y a beaucoup de journalistes sport qui vont couvrir du football, etc., et qui ont fait du football une fois ou quelques fois dans leur Ouais, vie, et qui quand même
n'ont pas leur légitimité mis en cause. Enfin, je veux dire, Pierre Ménès, typiquement, c'est pas un sportif de haut niveau et pourtant, il est très légitime sur les plateaux télé et même parfois, ses critiques sont écoutées et reprises par certains footballeurs ou critiquées par certains footballeurs, mais dans tous les cas, sa place dans le milieu est indéniable, alors que c'est pas du tout un sportif de haut niveau. Et je pense que dans le catch, c'est compliqué d'avoir... parce qu'en fait, tant que t'es pas passé de l'autre côté du rideau, on estime que tu peux pas vraiment en parler, tu vois. Il y a souvent ce côté où les catcheurs ils vont dire ah mais lui il a écrit une critique ou lui il a dit ça, mais lui il est jamais monté sur le ring, lui il a jamais pris de bump. Alors comment il veut prétendre critiquer ce que je fais alors qu'il a jamais pris de bump. Dans mon mémoire je parle de Ana Gutiérrez, bon, du coup c'est un exemple direct que j'ai eu en travaillant au Mexique. Ana Gutiérrez c'est la chargée de communication du CMLL à Guadalajara, donc elle est en ligne directe avec Arena Mexico et elle traite de Guadalajara. Et en fait, elle était journaliste avant, journaliste de sport, et elle a voulu couvrir le catch. Et en fait, en commençant à couvrir le catch, elle qui est une grande fan, elle s'est dit, je ne peux pas arriver et juger le catch sans m'entraîner. Donc elle est partie s'entraîner avec mon professeur El Fatanico aussi. Elle a appris plein de choses, et du coup, à partir de là, elle a gagné en légitimité à tel point que le CMLL a voulu l'embaucher, etc. On peut parler évidemment du lien un peu douteux entre communication et journalisme de son côté, parce que du coup la barre est totalement franchie et elle n'est plus journaliste. Enfin, mais même si au Mexique, pareil, alors culturellement, le journalisme et la communication n'est pas aussi scindé qu'en France. Et du coup, il y a plein de journalistes qui sont aussi communicants et ça pose pas de problème. Donc ça, c'est un autre débat encore, mais on va pas y passer des heures, mais en gros, Ana Gutiérrez, c'est ça. Et elle m'expliquait, elle me disait, moi, je supporte pas quand il y a des fans de lucha libre qui arrivent, qui couvrent le milieu et qui vont après me pondre de plein de signes où ils vont expliquer, lui, il a mal fait sa prise de la troisième corde, mais ce qu'il sait pas, c'est que la troisième corde, elle était déjà elle était moins raide qu'avant parce qu'il y avait eu plein de matchs. Surtout que lui, il transpirait énormément. Du coup, en fait, je trouve ça malhonnête de critiquer les prises qui sont ratées de la part des journalistes de catch parce que c'est manquer de respect à la discipline, c'est manquer de respect aux sportifs. Et je lui expliquais, je lui disais oui, d'accord, mais après, est-ce qu'on peut faire de l'investigation dans le catch aussi? Parce que il y a ce côté un peu où, voilà, on ne laisse pas non plus les gens rentrer dans les coups. Il faut dire quoi? Il faut juste dire des trucs positifs et basta, et on termine ici. Donc, mais oui, il y a aussi ce côté où, j'en parlais, mais moi j'avais eu une information de la part de mon professeur sur une catcheuse qui ne devait pas être présente sur un show parce qu'elle était enceinte. Et du coup, pendant l'émission, j'ai dit dans Super Libre, cette catcheuse ne va pas catcher ce soir, elle est enceinte. Et Ana Gutiérrez m'a appelé, elle a appelé la radio, et elle a dit non, elle sera bien présente ce soir. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais elle sera bien présente ce soir. Et elle m'a dit, qui t'a dit ça? Donc moi, j'ai voulu protéger ma source et je n'allais pas dire, voilà. Mais j'ai rien dit sur le coup. En fait, elle était bien présente le soir, mais Kefei, elle n'a pas catché, en fait. Elle s'est fait virer du ring, il y a quelqu'un qui a pris sa place. Et donc, ça aussi, c'est un truc, voilà, si on se dit, on a accès à des informations et qu'est-ce qu'on fait, et en même temps, on n'a pas envie de trahir le show. Donc voilà, nous, on s'est senti un peu bête parce que du coup, on a bien vu qu'ils ont fait une espèce d'histoire avec elle où, en gros, il a viré du ring et c'est terminé. Et on s'est senti un peu bête. On s'est dit, ah oui, mais en fait, elle est vraiment enceinte du coup. Mais on a un peu trahi ce côté qui est fait aux fans qui étaient là, qui ont écouté l'émission parce qu'ils se sont dit, ah d'accord, c'est pour ça qu'elle est sortie en fait, parce qu'on sait qu'elle est enceinte. Donc, et puis il y a aussi ce côté, je parle un peu parce que voilà, moi, c'est quelque chose qui, typiquement, en tant que fan de catch, me frustre. Mais je comprends que quelqu'un qui est journaliste et qui a son site adore ce genre de choses. Mais moi, je déteste quand on dit tel mec va faire son retour. Enfin, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai lu les Hardy Boys vont revenir à WrestleMania, enfin voilà, moi je suis fan de catch, j'ai lu les Hardy Boys vont revenir à WrestleMania, c'est un truc que j'ai pas envie de savoir. C'est un truc que j'ai envie d'avoir la surprise et de me dire, je regarde WrestleMania et je m'attends pas à ce que les Hardys arrivent. Sauf que moi, du coup, j'attendais. Bon, la surprise était quand même énorme. Mais je me dis, ça, c'est un truc que je veux pas savoir, quoi. Pareil, Edge au Royal Rumble, je veux pas savoir qu'Edge revient au Royal Rumble, quoi. C'est une surprise, tu vois. Ça, c'est un problème très... c'est ce que j'allais dire.
très dépendant du catch parce que le catch, ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de saison, il n'y a pas de tournage. Après, on arrête. C'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, du coup, c'est très difficile de cacher ce genre de truc. Alors, le but, c'est de le faire. Là, pour le coup, le kayfabe est justifié, j'ai envie de dire, et peut être utilisé parce que c'est pour le bien du show, pour un exemple particulier, voilà, le retour surprise d'un catcheur ou d'une catcheuse. Ça, je peux comprendre. Et effectivement, c'est difficile parfois de le cacher parce que ça continue tout le temps. Et donc, à n'importe quel moment, quelqu'un peut dire quelque chose ou quelqu'un peut entendre quelque chose. Il y a quand même une autre nuance aussi, c'est qu'il n'y a pas de distinction. Là, on parle du journalisme, c'est-à-dire il y a quand même des espèces de hiérarchie et de strates en fonction de, je dirais, du peut-être entre guillemets du. Alors, je vais m'expliquer pourquoi j'utilise le mot sérieux. Ouais. Je prends le parallèle, par exemple, de la presse people. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une reconnaissance où la presse people qui va venir me dire sur tel acteur de théâtre ou de cinéma, machin. Moi je m'en fous, je veux savoir le film ou je veux savoir des infos factuelles éventuellement sur la série dans laquelle il a joué et les trucs sur la mise en scène, blablabla. Là l'exemple de Sabrine il est hyper parlant parce que pour moi il y a aucune distinction dans le catch. Alors c'est-à-dire qu'il y a des figures d'autorité. Il y a des mecs comme Dave Meltzer, on sait que ce mec là, Ouais. et encore, des fois pour ramener effectivement à lui, il va très bien pouvoir lâcher des trucs comme ça. On a des gens en France comme un Sturi qui par exemple va pas trop être dans cette optique-là, en tout cas dans ses vidéos globales. Il est dans le milieu. Lui, Il est dans le milieu en plus. T'as anticipé ce que j'allais dire. Il est dedans, il est scénariste, il est catcheur, donc c'est pas vraiment. C'est compliqué. Par définition. Je pense que même lui, il se considère pas comme journaliste. Non. Moi, je pense que si tu poses la question à Sturi, il va te dire je suis youtubeur et. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc avant même tout ça, il n'y a pas cette distinction-là globale de se dire. Il n'y a même pas une hiérarchisation encore dans ce qui serait un embryon de journalisme constitué du catch, quoi. Là, je m'en rends compte particulièrement, même si c'est un truc qu'on a à l'esprit. Je voulais, parce que c'était un truc en off, tu as parlé d'un certain journaliste ou simplement intervieweur, mais je crois que lui est journaliste de base, Sabrine, que je vais te laisser introduire, et parce que Félix voulait qu'on ait vraiment la vivacité du débat. Je te laisse parler de lui, et puis après on va enchaîner, parce que je trouve que c'est un type qui cultive l'entre-deux, je trouve, à ce niveau-là. Ouais. Oui, puis moi, ça va me permettre de rebondir après dessus, donc vas-y. Ok, bah du coup, pour peut-être revenir à ce que tu disais... Ah, on a eu une petite coupe, excuse-moi Sabrine, est-ce que tu peux nous répéter juste ce que tu disais il y a un instant? Pas de souci. Merci. Je te disais que je vais juste reprendre par rapport à ce que tu as dit un truc avant de parler de ce journaliste, pardon, que en fait, moi, ce qui m'a... Dans ce que tu dis, moi, c'est typiquement ça, c'est-à-dire que... selon moi, il y a des sujets plus importants à dire et à traiter que le côté je veux que le catcheur revienne, etc. Parce que, enfin, ce catcheur-là va revenir, etc. Je comprends que les sites le disent parce que c'est du scoop, c'est du clic et c'est de l'argent. Et en fait, tout simplement, pour certains qui en vivent, enfin, moi, je prends l'exemple typique de Darren, qui est auto-entrepreneur, qui gère son site tout seul, VoxCatch, et qui, du coup, c'est son revenu, typiquement. Un scoop comme ça qui ramène du clic, je vais pas lui reprocher de le mettre parce que c'est son revenu en fait, voilà. Mais après, pour moi, il y a d'autres sujets qui m'amènent du coup à des questions journalistiques, mais typiquement là, ce qui se passe actuellement dans la WWE, c'est un sujet journalistique qui mériterait des enquêtes, des investigations ou qui mériterait des articles de fond. Mais pourquoi la WWE empêche ses catcheurs d'avoir des chaînes Twitch? Pourquoi la WWE empêche ses catcheurs de vendre du merch, etc. Ça, c'est un vrai sujet de fond. Et pour le coup, du coup, ce journaliste dont on va parler a traité cette question d'une très bonne manière, je trouve. Mais donc, ce journaliste en question, c'est Chris Van Vliet. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un intervieweur sur YouTube qui interviewe énormément de catcheurs. Lui, Alicia Ratout aussi, pour ceux qui la connaissent, je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, j'ai peur de l'écorcher. Mais en gros, Chris Van Vliet, pour le coup, lui, typiquement, la seule chose qu'il fait, c'est interviewer des catcheurs et des catcheuses, ou alors des personnes qui tournent autour du catch. Après, évidemment, c'est des interviews souvent face à face, donc il n'y a pas ce côté off, je récupère des informations, etc.
Donc souvent, il est obligé en fait d'aller dans le côté enfin, d'aller dans le terrain de la personne qui l'interviewe pour pas la froisser, pour justement pas perdre sa source, etc. Il n'est pas dans la confrontation. C'est pas du tout le but de sa chaîne YouTube. Le but, c'est vraiment une interview, une discussion. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que je trouve que c'est quelqu'un qui arrive à décrocher des infos, à décrocher une discussion, à décrocher des brides sur le catch qui sont quand même, pour un fan en tout cas, appréciables. Moi, j'adore écouter les interviews qu'il fait parce que je trouve toujours que les catcheurs trouvent un moyen de se livrer à lui et de raconter des anecdotes, de raconter des choses qui, du coup, sont super intéressantes. Typiquement, là, j'ai écouté l'interview de John Cena, qu'il avait fait, et j'ai trouvé ça génial de voir comment John Cena se livrait à lui parlait typiquement comme, pas comme John Cena, le John Cena habituel, archi, pas pro WWE, mais voilà, il y avait un peu ce côté où voilà, il disait, il parlait aux jeunes aussi, il transmettait des messages à travers ce qu'il disait, et il y avait du fond, et c'était pas juste de la surface comme on peut avoir l'habitude avec John Cena, et c'était récent, c'était après, maintenant là, donc maintenant il catche plus trop John Cena, mais il y avait cette interview là qu'il avait fait récemment du coup avec, alors je sais plus son nom de famille, le démocrate Andrew qui avait parlé du coup par rapport à ce qui se passait au fait que alors je vais retrouver son nom parce que je pense que je vous laisserai parler après, je vous dirai son nom. Andrew Young, c'est ça? Andrew Young, exactement, voilà. Andrew Young, un congressman qui était parti pour la présidence, mais qui a perdu contre Joe Biden évidemment. Ouais. Et en fait, ce gars-là est très très fan de catch. Et en fait, au moment où il y a eu la polémique sur les catcheurs n'ont plus le droit d'utiliser Twitch parce que c'est des revenus en plus, Twitch, Cameo, tout ça, tous les trucs qui leur apportent des revenus en plus pendant le confinement, la WWE a interdit aux catcheurs et catcheuses de faire ça parce que justement, c'est des revenus en plus pour eux en dehors de la WWE et c'est des revenus sur lesquels la WWE aimerait bien toucher de l'argent. Ouais. Sauf qu'Andrew Young avait tweeté en disant, mais en fait, c'est totalement paradoxal parce que les catcheurs de la WWE sont des catcheurs indépendants. Ils ne sont pas salariés. Ils sont leurs contrats sont des contrats d'indépendants. Donc en fait, la WWE n'a pas de droit à avoir sur eux parce que leurs contrats même ne sont pas des contrats de salariés. Oui, c'est des auto-entrepreneurs exclusivement employés par la même boîte, quoi. Exactement. Complètement donc fou, en fait, ouais. Oui, mais du coup, la WWE, c'est le rêve de tout catcheur ou toute catcheuse d'y aller, en tout cas de la plupart, la majorité, 90%. Et donc, en fait, très peu de gens vont s'opposer à ça parce que c'est le rêve ultime de catcher à la WWE. Et Chris Van Vliet, du coup, a interviewé ce gars. Et je trouve que ça, c'est une initiative à prendre parce que tu sais que dans le contenu que tu vas donner, tu vas interviewer quelqu'un, tu vas donner la parole à quelqu'un qui va être contre la WWE, très clairement. C'est pas quelqu'un qui va là. Et pourtant, Chris Van Vliet sait que du coup, il va perdre. Oui, ce que tu disais au tout début, comment tu ménages ton réseau et tout. Après, avant de te laisser continuer le fil de ta pensée, c'est peut-être aussi qu'en ce moment, des trucs à dire. je parlais de l'AEW, c'est peut-être aussi que justement, on commence à sentir un petit peu le château de cartes WWE. Alors de là à dire s'effriter, quand même pas, mais en tout cas être vraiment remis en question. Donc peut-être que ces prises de risques-là se font consciemment ou inconsciemment, même si je doute pas de la volonté de Van Vliet là-dessus. Simplement pour te redonner la parole, oui, moi je suis tout à fait d'accord et on nous dit dans le chat aussi que son ton est très apprécié by Frenchy qui nous dit très dans l'humanité dans ses interviews, qui est simple, neutre, respectueux et pro. Et je suis assez d'accord, ça résume très bien ma pensée sur le bonhomme. Eh bien, moi, vas-y. Alors, je sais pas si Sabrine avait fini. Peut-être pour finir, du coup, je pense aussi que s'il prend ces risques-là, d'interviewer un mec comme Andrew, parce qu'il a un carnet d'adresses, en fait. Là, je sais que le mec est très pote avec Dolph Ziggler, par exemple. Enfin voilà, je sais que le mec a construit un carnet d'adresses, une confiance avec ses sources, qui fait que du coup, aujourd'hui, il peut peut-être aussi se permettre ce genre de coup qu'il n'aurait pas fait au début de sa chaîne YouTube, par exemple, où il commençait tout juste à parler avec des catcheurs et catcheuses à WWE et qu'il ne connaissait pas très bien pour le coup. Mais plus pour terminer sur ça, parce que oui, c'est vrai que c'est pas non plus tout rose, on va pas non plus des fleurs constamment, mais je trouvais que c'était une bonne prise d'initiative et j'ai aussi trouvé ces questions lors de cette interview particulièrement, parce que c'est une interview que j'avais trouvée très très bien. J'avais trouvé ces questions super pertinentes parce que du coup, il disait à Andrew Young, typiquement, il y avait la question de, même si je pense qu'il savait la réponse qu'il allait avoir derrière, mais je pense que ça donne aussi, pour ceux qui connaissent pas trop ce qui se passe en ce moment avec Twitch, etc., ou les conditions de travail des catcheurs de la WWE, je trouvais que c'était une bonne question à poser. Il lui disait, mais en fait, les catcheurs de la WWE
catcheuses à WWE, ils ont signé un contrat. Le contrat, ils savent très bien ce qu'il y a dessus, ils savent très bien ce que ça implique. Et du coup, est-ce qu'on ne reprocherait pas tout simplement à ces gens-là d'avoir signé ce contrat, sachant ce qu'ils les attendaient? Et Andrew Young avait répondu, oui, mais c'est la WWE, en fait, c'est super hypocrite de prétendre, de dire à ces catcheurs et catcheuses, oui, mais vous n'auriez pas dû signer du coup, parce que c'est quand même l'entreprise qui paye le mieux les catcheurs et catcheuses au monde, c'est quand même avoir des avantages de fou, travailler à la WWE, et c'est un rêve. Donc, arriver et dire à ces jeunes qui ont eu un rêve, vous aviez qu'à pas signer, vous saviez que les conditions de travail du monopolisme, ouais. Et surtout que ces gens-là, ils viennent de l'Indie, ou pour la plupart, où l'Indie, les conditions de travail sont pas non plus, et le salaire est pas non plus incroyable. Donc, en fait, dire à ces gens-là, t'aurais pas dû signer, ils seraient restés dans leur précarité, c'est un peu hypocrite, quoi. Mais j'ai trouvé l'échange très, très bon, parce que du coup, il y avait des questions qui amenaient à ce genre, etc. Et c'est toujours, effectivement, je trouve, très respectueux. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce côté où il est pas énormément dans la confrontation, mais c'est pas non plus désagréable. Moi, je suis pas non plus. Oui, et puis c'est pas consensuel, quoi. Ouais. C'est ça. Je suis pas fan tout le temps du côté confrontation. Ouais. Je suis fan de la comment dire de la forme. L'intellectualisation, c'est ça. Quand tu vas pousser à la réflexion, etc., mais pas forcément à la confrontation. Oui. Après, je comprends que Chris Van Vliet, ça c'est un truc que, du coup, c'est sur ça que tu vas rebondir, Félix, mais il reste un peu aussi, évidemment, dans une forme de communication et dans une forme où il prend pas finalement énormément de risques aussi, parce que, évidemment, il n'a pas envie de perdre ses sources et il a envie aussi de garder ce ton un peu, peut-être aussi ça qui peut gêner, il a aussi un ton très amical. Et souvent, avoir un ton très amical avec ses sources, c'est pas forcément bien vu d'un point de vue journalistique, là, parce que du coup, quand on est journaliste, on se dit, ouais, mais là, mec, t'abuses un peu sur le fait que, moi, il dit d'avoir une interview. Le meilleur accomplissement de ma vie, John Cena, il m'a envoyé un message sur mon téléphone. Alors déjà, ça, plus gros accomplissement de ma vie. Et en plus, je lui ai dit, I can't see you, sans me rendre compte. Et du coup, John Cena lui a écrit, ha ha ha, avec un smiley. Et genre, pour lui, ça, c'est l'accomplissement de sa vie. Mais quand t'es pro, tu te dis pas ça, tu vois. C'est la Michel Druckerite, c'est pas grave, il a un traitement en ce moment pour ça. Mais en tout cas, oui, je sens que Félix, il en peut plus là. Allez, vas-y. Donc déjà, juste une petite parenthèse sur cette affaire Twitch. Pour moi, c'est du même acabit de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler tous les deux, mais de la débâcle antitrust avec les GAFAM, Google, Facebook, Twitter, Microsoft. Je ne sais pas si Apple est dans le lot, je crois que si. Mais c'est la même chose pour moi. C'est du monopolisme, ce qu'ils font. Et on devrait soulever les mêmes questions et les États-Unis devraient se pencher dessus. Très sérieusement. Mais bon, je referme la parenthèse. Les États-Unis se penchaient sur un truc Le gros troll. Et on sait ce qui se passe quand ils se penchent sur des trucs. Mais avec Chris Van Vliet, oui, pour moi, le problème, même si je veux bien vous croire sur quand il pose des questions, il les pose assez bien, il fait appel à des sources quand même assez diverses, etc. Ce que t'as esquissé, Sabrine, c'est le conflit d'intérêts, en fait. Il flirte avec le conflit d'intérêts, et pour un journaliste, c'est très compliqué. Même un journaliste spécialisé qui a besoin de se faire un réseau et vraiment pour aller creuser, etc., avoir les bonnes interviews, il faut forcément qu'il rentre dans le milieu d'une certaine façon. Quand tu flirtes avec le conflit d'intérêts, surtout pour un mec qui fait quand même finalement du journalisme de divertissement, c'est-à-dire qu'il ne traite pas de divertissement, c'est pas ça que je veux dire, mais il est divertissant. Son but, c'est de faire des vues sur YouTube quand même. C'est pas forcément d'informer les gens, faire des vues sur YouTube. Oui, mais quand tu n'as aucun autre organe que ça, comment faire, tu vois tout à l'heure, sans reprendre l'exemple que Sabrine... Mais pour moi, il y a d'autres organes, il y a d'autres médiums, il y a d'autres médias plutôt. Lesquels, tu vois, on en parlait tout à l'heure sur les pages de... Ah, vas-y. Je vais te le dire. Mais déjà, pour finir, pour moi, c'est comme ce que tu racontes dans ton mémoire avec le Salvador Macias, c'est ça, celui qui est qui mène l'émission Super Libré, parce qu'il est dans le milieu, il est ami avec les catcheurs et pourtant il informe, il partage des choses, mais il fait le show surtout. Ça que tu racontes dans ton mémoire, c'est qu'il fait quand même le show parce que c'est à la radio, etc. C'est plus important pour lui de faire le show limite. Je sais pas si je me trompe, mais de ce que j'en ai lu, c'est plus important pour lui de faire le show que de ramener une information journalistique, entre guillemets. C'est ça. Oui, et puis Salvador Macias, je pense que déjà Salvador Macias,
je suis pas journaliste, moi. Je suis un Oui, fan de catch qui travaille à la radio. On m'a donné l'opportunité de faire une émission et du coup, je l'ai fait. Et lui, il se considérera, mais alors pas du tout comme un journaliste. Et en plus, il voilà. va te dire qu'il n'a pas le background en termes d'études. Il s'est arrêté, je sais même plus s'il a le bac, tu vois. Mais il s'est même pas D'accord. arrêté. Donc, lui, il va te dire ça. Après, moi, c'était quelque chose qui m'avait marqué. C'est-à-dire que oui, lui, il te dit ouvertement, je pense que c'est culturel aussi, mais il a aucune honte à te dire, je suis ami avec des catcheurs. Et pour moi, être ami avec certaines de mes idoles, c'est incroyable. C'est ce qu'il m'a dit dans mon Oui, mais entretien. ça, Et il m'a dit, oui, tu vois, il m'a dit ça. Et puis après, il me disait, mais en fait, moi, j'ai aucun problème à ne pas froisser mes sources. Mais en même temps, je pense que j'ai le cran de dire certaines choses, tu vois. Mais pareil, c'est pas des prises de risque incroyables. C'est-à-dire que il va te critiquer des trucs sur la CMLL, sur le CMLL, pardon. Typiquement, il va te dire, c'est pas juste que le CMLL augmente autant ses places, que l'Arena de Guadalajara augmente autant ses oui. places parce que du coup, ça ne donne pas accès à tout le monde, etc. Donc Ouais, ça, c'est une ouais. critique ouverte au Hmm. CMLL et qui, du coup, bah, après, ils vont essayer de se justifier eux tant qu'ils peuvent. Et lui, il va dire, oui, mais quand même, c'est pas accessible, etc. Donc, il y a toujours des conflits, mais c'est pas une prise de risque incroyable, tu Non, vois. À noter le non. fait Oui. qu'il y ait ça, c'est pas un truc de ouf. Mais en même temps, lui, c'est pas ce qu'il cherche. Lui, il veut donner. En fait, lui, son truc, c'est surtout, je veux donner la parole aux fans qui m'écoutent et je veux qu'il y ait une communauté entre nous. D'accord. Je Donc, en pense. fait, lui, le truc, c'est vraiment. Donc, c'est un petit peu je- différent que Ouais. Chris Van Vliet, Et je pense qu'il finalement. y Ouais, avait l'air de te faire criser, Félix, c'était J'ai le pas fait fini, hein, j'ai pas fini, Non, justement. t'inquiète pas, c'est juste une Vas-y, vas-y, vas-y. micro transition, c'est que c'est des personnes qui entretiendraient cet entre-deux-là. Tu vois, dans l'exemple que tu as pris, c'est soit tu vas dans une optique journalistique, soit tu vas dans une optique de vaguement informative, mais qui se prétend pas du journalisme, mais pas une espèce d'entre-deux un peu marchand et un peu qui prend un enrobage journalistique qui n'en est pas un, que ce soit dans la formation, le truc, si je dis pas d'erreur, c'est un peu ça qui te faisait te poser la question précédente. Mais moi, ouais, le souci, c'est que, en fait, les personnalités comme Chris Van Vliet, comme Alicia Atout, comme Kenny McIntosh aussi de Inside the Ropes, mais encore, c'est particulier. ouais. Lui, il est écossais, il me semble. C'est particulier parce qu'il organise aussi des conférences avec des catcheurs, des trucs comme ça. Donc, il n'est pas forcément. Conférence incroyable d'ailleurs. Oui, en général. Et puis, des fois, il y a même des spectacles genre de stand-up et tout, avec Chris Jericho ou avec Mick Foley, ce genre de trucs. Donc, il y a un côté aussi événementiel. Bon, c'est pas tout à fait journalistique. Mais mon problème avec eux, c'est que ils flirtent avec ça. Tu dis que Salvador Macias, il est vraiment franc et honnête là-dessus, c'est que il est pas journaliste, euh, Exactement. coach, il veut partager le catch, il veut former une communauté, alors que les Chris Van Vliet, Alicia Atou et compagnie, désolé de faire l'amalgame, mais bon, c'est pour aller plus vite, ils utilisent une forme journalistique pour finalement faire du divertissement derrière, au final, c'est-à-dire faire des vues, des vidéos. Et pour répondre à ta question, toi, Mehdi, tu disais, mais il n'y a pas d'autres médias que YouTube, donc forcément, il faut se plier à YouTube. Mais pour moi, si, il y en a d'autres. Même aujourd'hui, encore une Je fois. disais pas que c'est le seul qu'il n'y a pas, mais je disais simplement que les seuls où tu pourrais proposer quelque chose, et là aussi, encore une fois, Sabrine le mentionne, les rares pages, tu vois, qu'il peut y avoir de journaux généralistes, des spécialisés, il n'y en a pas, c'est réglé, à part certaines formes de presse, genre dans les pays anglo-saxons, mais qui sont globalement pas toujours spécialement de fond, mais il y en a pas. Enfin, je sais pas si tu vois quelque chose. Je vais te laisser finir justement, parce que je t'ai interrompu. Mais moi, j'en vois vraiment pas. Je dis pas qu'il y a que YouTube, c'est que je ne vois pas d'autres qui acceptent ce genre de format, de papier, de. Bah, des médias généralistes, non, mais en même temps, Chris Van Vliet, c'est pas un média Non, généraliste, mais des c'est spécialisés, il y en a pas non plus. Tu lui-même. vois. Mais si, il y en a, mais il y en a pas en France, parce que le catch est vraiment de niche en France. Ouais, mais Mais leur traitement, il est, pour moi, la plupart, il se rapproche plus d'un truc vaguement informatif spectacle, pas critique de Bah, fond. Oui, Sabrine. bah, peut-être, du coup, pour rebondir sur ce que vous dites tous les deux, je pense que il y en a, mais du coup, pareil, c'est-à-dire que c'est toujours compliqué de dire qu'ils font tout. Enfin, en fait, il n'y a pas un média qui bah oui. pure et dure ou d'investigation ou quoi que ce soit sur le catch. Ils flirtent tous avec ce côté communication ou alors ils tombent dans le côté critique, critique, critique. Ouais. Après, il y a eu des médias spécialisés, enfin, il y a eu parce que du coup, ça n'existe
sais plus, mais en France, par exemple, il y a eu les Planètes Catch, les Voilà. Mais pareil, il n'y Catch avait pas, Evolution. il y avait Il va être pas content que je le cite, du coup. d'investigation. C'est ça. Bah, du coup, Le travail journalistique, c'était vraiment de l'information, genre à tel chose, C'est ça. etc. exactement. Bah, en fait, c'est ça, c'est que c'est toujours le côté rapport. Garnalek, donc, lui, il a créé Catch Evolution. Son but, c'était, il faisait surtout des revues de show où il faisait partager des promotions qui étaient peu connues, des choses comme ça. Et il avait parfois accès à des interviews, des sources directement, en fait. Et ça, c'est une partie de son magazine, c'est pas tout le truc, en fait. Du coup, Oui. il va avoir une interview spéciale dans son magazine, et du coup, c'est une interview avec ce que ça implique derrière, c'est-à-dire que c'est face à une source. On ne peut pas non plus trop la mettre en difficulté parce qu'on ne veut pas qu'elle s'énerve et qu'elle parte. On ne peut pas non plus. Enfin voilà, donc lui, il faisait des interviews. Il explique même dans le mémoire, il dit il y a des interviews que j'ai pu faire totalement hors kayfabe. Et puis j'ai eu des interviews où j'ai eu un mix kayfabe et le pas kayfabe. Oui. Et du coup, je l'accepte aussi parce que je comprends que eux, il y a un côté où ils ont quand même envie de garder leur personnage, etc. Et il expliquait que oui, en fait, c'était quand même un média, que ça existait, mais que malheureusement, c'est pas lié que au fait que ça soit le catch, c'est lié au fait aussi au magazine. Voilà, les modèles économiques sont... Oui, exactement. On est d'accord, et c'est pour ça que ce que je te dis, Félix, c'est que moi, à titre perso, je parle vraiment d'un truc dédié. Hein. Les seuls qui sortent éventuellement, ça va être soit des bouquins, et c'est très rare, soit des trucs, comment dire, des e-books, il faut aller les chercher dans les tréfonds du net, ou alors il faut se renseigner régulièrement sur les sorties, soit on est à la limite du fanzina, quoi. On est avec des fanzines et des trucs où il faut être soit sur les festoches, sur les... Vous les avez un peu évoqués tous les deux, mais vous oubliez quand même si c'est pas forcément des gros travails de fond comme tu l'évoques, Mehdi, avec des bouquins sur, je sais pas moi, par exemple, là j'ai un bouquin sur la vie, l'autobiographie, enfin pas l'autobiographie, d'André le Géant, où là il y a une vraie enquête avec recherche de sources, recherche de vérité sur plein de détails de sa vie. Donc c'est vraiment un gros travail journalistique. Et ça, effectivement, c'est sporadique, c'est rare, c'est voilà. Mais vous oubliez quand même toute la dimension journalistique d'information, pas forcément d'investigation, mais juste d'information. À la Dave Meltzer, à la Mike Johnson pour PW Insider, à la Pro Wrestling Tour, à la John Pollock pour Post Wrestling, pour citer un truc plus récent. Ça existe encore. C'est des gens qui sont vraiment dans le journalisme. On va essayer d'avoir une information de la part d'une source qu'on va pas forcément citer. Par exemple, Dave Meltzer, il a mis pendant des années avec Brian Pillman, un catcheur qui a été vraiment emblématique dans le côté kayfabe, pas kayfabe, parce qu'il cachait des trucs même à ses propres employeurs pour pouvoir obtenir d'autres choses et catcher ailleurs pour pouvoir avoir un contrat après plus lucratif ailleurs. Donc c'est quand même des trucs qui restent très importants dans le catch, même si c'est accessible que aux fans de catch et à ceux qui connaissent un peu le catch déjà. Ouais. Oui, c'est pour ça que j'allais te faire un tout petit oui mais, parce que Meltzer, je l'ai cité quand même aussi tout à l'heure, mais dans le sens où ça reste, tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui pour l'instant, d'où notre question du début, est-ce que c'est possible sous la forme, je pense, un peu idéale dont on parle depuis tout à l'heure, d'avoir un journalisme vraiment tranché qui serait pas en permanence une espèce de compromis avec ce rite de passage qui est soit d'avoir fait du catch. Mais lui, il n'a pas fait de compromis là. Il a pas fait de catch pour Dave Meltzer par exemple. Il fait du bodybuilding, mais il fait pas de catch et il fait pas de divertissement non plus. Alors il y a le côté critique parce qu'il y a le côté d'accord. Et tout. Ouais, puis même en dehors de ça, les liens avec les catcheurs, des fois c'est très limite aussi. Hein. Oui, mais on retourne après au côté, il faut quand même avoir un lien. Un lien avec les sources. C'est vraiment difficile. Sabrine, tu l'as super bien dit là-dessus. Et puis en plus, avec Dave Meltzer et ce type de journalisme-là, tu le cites dans ton mémoire, dans le catch, on appelle ça des dirt sheets. Ça revient à l'époque où c'était encore des papiers qu'on envoyait aux abonnés par la poste et qui étaient en général des papiers de mauvaise facture. Et donc on y lisait aussi des rumeurs comme des informations un peu vagues sur par exemple le genre d'information que tu as cité tout à l'heure, genre telle catcheuse est enceinte, et puis après la fédération va dire mais non, elle n'est pas enceinte, qu'est-ce que vous dites? Donc il y a aussi ce dénigrement de ce type de journalisme aussi, comme il peut y avoir un dénigrement du catch en général.
Pour moi, ça c'est aussi hyper intéressant comme parallélisme parce que mine de rien, ça reste quand même du journalisme, même si ils peuvent se tromper, même si parfois, bah voilà, il y a un petit conflit d'intérêt derrière pour avoir une information. Moi, il y avait j'avais noté un truc, c'est que il y avait un pay-per-view de la WCW dans les années 90 où Hulk Hogan brandissait le Wrestling Observer Newsletter, donc le dirt sheet de Dave Meltzer à l'époque, et qui disait oui, vous dites que Randy Savage, mon partenaire, il a une blessure au coude, mais c'est pas vrai, regardez, il a pas mal au coude, et Randy Savage qui tapait son coude comme ça pour dire bah, j'ai pas mal. Et puis finalement, il avait vraiment une blessure au coude parce qu'un mois plus tard, il était absent pendant plusieurs semaines. Donc il va nous jouer en même temps qu'il le dénigrait. Donc il y a cette dimension aussi énorme de dénigrement. Je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, j'ai beaucoup déblatéré. Mais je vous laisse la parole. Bah, du coup, je vais rebondir sur ce que tu as dit. J'avais fait un tweet et je sais plus si tu t'en rappelles, mais j'avais dit pour moi, être journaliste dans le catch, c'est Ouais. et ne pas avoir le respect de ses pairs journalistes et ne pas avoir le respect des personnes issues du milieu du catch. Exactement, ouais. Parce qu'en fait, du coup, on va dire, les journalistes vont dire, c'est quoi ça? C'est pas de journalisme, ils flirtent avec le côté communication et journalisme. Ils sont obligés de faire de la com pour les shows, etc. Et critique en plus. Et critique, on va dire, enfin, c'est pas du journalisme que de faire de la critique, parce que la critique, c'est pas une forme noble du journalisme, c'est pas le journalisme d'investigation, Les c'est la forme noble. Il y aurait ça autrement, tu vois. Et c'est ça, et du coup, t'as le côté, t'as ce côté-là où en fait les pairs vont te dire que c'est pas vraiment du journalisme, et t'as le côté où t'es dénigré par les personnes dans le milieu du catch. Donc quand je parle de ça, je parle des personnes qui sont bookers, des personnes qui sont promoteurs, des personnes qui sont catcheurs, catcheuses, et managers, manageuses, enfin toutes les personnes qui bossent dans le catch vont aussi dénigrer les sur le catch parce que on les considère pas comme légitimes. On va dire ces gens-là, ils n'ont pas bumpé, ces gens-là, ils savent pas ce que c'est, ces gens-là, ils sont pas dans le milieu. Donc en fait, ils peuvent pas eux-mêmes avoir ce point de vue-là. Typiquement, l'exemple typique, hein, mais Vivien Desloges, du coup, je sais pas s'il est ici aujourd'hui, a fait les critiques de Résistance, du coup, le show VOD proposé par l'APC sur Voxcatch. Et bah, les personnes de l'APC l'ont très mal pris, évidemment. Et on dit, mais en quoi cette personne est légitime pour nous critiquer? Donc il y a encore toute cette pensée où on se dit, si tu fais pas partie du milieu du catch, comment tu vas en parler? Et il y a aussi le côté où un journaliste va lire pour le coup les critiques et va dire ouais mais ça c'est pas vraiment du journalisme en fait, c'est de la critique, il n'y a pas de rapport aux sources, etc. Ou alors s'il y a un rapport aux sources, là on va dire ah non mais là c'est carrément de la communication et ça va pas. Donc en fait moi j'ai vraiment l'impression qu'être journaliste de catch c'est compliqué parce que tu sais pas vraiment quelle est ta place. Enfin en fait tu te dis et un mec comme Meltzer, pour le coup, un mec comme Meltzer, il est aussi détesté par beaucoup de gens du milieu. Enfin, je veux dire, le côté je mets des notes. Oui, c'est ça, et pourtant il est légitime. Mais parce que la plupart de tous les sites qu'on a référencés, même Voxcatch par exemple, il y a plein d'informations qui sont reprises depuis Dave Meltzer en particulier, exactement. Mais son média à lui, parce que c'est l'un des seuls à avoir des vraies informations pertinentes sur la question, parce que c'est un des mecs qui a implanté dans le milieu depuis 40 ans, qui a un réseau de sources immense, donc voilà. Ouais. Après, ça reste, il y a toujours ce côté où les gens vont dire David Meltzer, tu vois, c'est pas non plus, comment dire, tu vois, il y a une source qui va sortir. Moi, je tout le temps, parce que ça se trouve, le mec, il a parlé à quelqu'un qui lui a dit un truc, mais il n'a pas vérifié derrière si c'était vrai ou faux, il l'a juste balancé parce que ça fait le buzz, et les gens vont le reprendre, et au final, c'est pas vrai. Tu vois, moi, j'ai toujours ce côté où je me dis, est-ce que ça, c'est du journalisme, tu vois? Pareil, le côté note critique, moi, je sais qu'il y en a qui adorent ça et qui adorent lire ça, et clairement, moi, ma volonté de critiquer ça, parce que tu peux aussi critiquer des shows et adorer lire de shows, etc. Moi, personnellement, c'est pas du tout ma tasse de thé de lire des critiques de shows, tu vois. Après, je pense que c'est une question de point de vue. Moi, personnellement, il y a un travail journalistique que je trouve. Et encore, même ça, c'est critiquable, tu vois. Mais par exemple, typiquement, Dark Side of the Ring, moi, je trouve ça fantastique, tu vois, journalistiquement parlant. Je trouve ça génial parce que beaucoup, là, ils prennent vraiment des risques. Les mecs, ils te parlent de scandales qu'il y a eu dans le catch qui sont... Et ils le font de façon honnête. Il y a un... C'est ça.
il y a un fond de sensationnaliste, Ouais, sensationnalisme on peut ne pas être d'accord avec la forme, mais la démarche est cool. américain, mais au moins, oui, voilà, la forme est un peu sensationnaliste, mais il y a quand même une honnêteté dans les interviews, dans les faits qui sont transmis, quoi. Et encore, moi, c'est pas. Bon, c'est sensationnaliste, c'est clair, mais c'est pas ça qui me dérange, moi, le plus, tu vois, pour le coup. Moi, ce qui me dérange, sont exclusivement catch. Et en fait, je pense qu'il y a ça aussi qui manque dans le catch, ou dans le journalisme de catch, c'est le fait qu'on prend que des sources de catch souvent, et on ne prend pas un point de vue sociologique. On ne prend pas un point de vue médical. Oui. On ne prend pas un point de vue, tu vois, de chercheur. Ouais. C'est que toi, tu es dans le milieu du catch, donc on va te donner ton crédit. Lié au fait que le catch n'est pas une discipline qui est, comment dire, appréciée des autres milieux, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que le catch, c'est l'ovni, on ne sait pas trop ce que c'est. On va continuer de ne pas se faire des amis, enfin on n'est pas là pour ça, mais il faut aussi avoir les moyens de faire ce que tu viens de citer, Sabrine, avoir un angle en sociaux, avoir un angle éventuellement dans le champ des sciences, etc., pour avoir ce traitement-là solide, en plus de croiser les sources purement catchesques. Après, moi, vous entendre, et je pense que ce sera mes éléments de conclusion avant de vous laisser la parole pour terminer tous les deux. Oui, c'est vraiment... je me fais la remarque, je sais pas pourquoi j'ai eu en fil rouge de toute l'émission, déjà le fait, c'est un peu Captain Obvious, mais qu'on a quelque part un journalisme qui malgré tout est là, parce que le simple fait d'en parler, de le questionner, c'est que c'est évidemment sur de l'existant, qui est hybride, ça aussi c'est une évidence, mais je me dis aussi que comme toutes les choses qui ont avancé progressivement, je pense au journalisme gonzo normalement, qui est très proche finalement dans la démarche, dans les questionnements de ce qu'on peut aussi un peu interroger dans une moindre mesure, bah voilà, est-ce que c'est pas déjà en train de créer un précédent? J'ai un parallèle avec Speaking Out tout à l'heure sur les effets de réel aussi sur l'actualité, même sur des trucs qu'on n'apprécie pas forcément comme le côté sensationnalisme. Est-ce que l'effet caisse de résonance de ces trucs-là en mode people, est-ce qu'il y a un moment, ça va pas finir par créer peut-être des générations qui vont finir se dire « Ah, c'est cool la petite pastille people de catch, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres trucs entre les deux ?» Pourquoi je prends cet exemple-là? Beaucoup de gens qui ont relayé avec, on peut penser ce qu'on en veut d'un point de vue militantisme, chacun voit midi à sa porte, mais le fait qu'il y a eu des grandes sensations quand on a commencé à, je me rappelle plus de son nom, cette catcheuse qui avait remporté un titre qui n'était réservé qu'aux hommes. C'est ça, Blanchard. Pardon, oui, il y a eu Tessa Blanchard, mais avant elle, c'est pas avant grave. Tu parles de Kimberly de la Chicago. Voilà, exactement. Et où à l'époque, il y avait, vous le savez, mais je le rappelle pour les autres, il y avait tout ce débat de elle a gagné, mais le match était hyper violent, mais c'est incroyable parce que c'est une femme. Donc il y avait déjà quelque part des débats sociaux. Après, ça n'a pas toujours été transformé en termes de réflexion. Enfin, ça a dû l'être sur certains sites, certaines personnes qui s'interrogent comme nous. Mais voilà, il y a des épiphénomènes comme ça qui, je pense, comme sur le Catchacast ou dans d'autres endroits, ne demandent qu'à être rassemblés et effectivement être relayés pour des gens qui ont cette curiosité-là d'une certaine manière. Un autre exemple, Naila Rose. Je parlais de militantisme tout à l'heure, le fait qu'il y ait une presse et beaucoup d'intérêt pour les informations qui vont tourner autour de tout ce qui va être LGBTQ, etc. Et ben ça a fait quand même le tour de beaucoup de journaux où ce genre d'informations, le fait que ce soit une catcheuse transgenre, n'était pas relayé autrement. Donc le fait de cette situation-là et de ces ouvertures de mentalité ont permis de créer un précédent dans des pages des Sports Illustrated ou autres, où habituellement, à part leur petit papier époque quand un WrestleMania sort ou éventuellement un profil d'un catcheur, surtout d'une catcheuse pour Sports Illustrated, voilà, démarronnier comme tu dis. Donc c'est comme tout, je pense que ça bouge progressivement, et peut-être ma dernière question ouverte, ce serait quoi, vous, votre vision de comment consolider ça, finalement, les questions qu'on se pose, comment ces petits épiphénomènes qu'on voit popper au gré de l'actu, etc., et des questions qu'on se pose, nous, depuis assez longtemps, comment vous verriez
ça arriver un peu à se consolider et à devenir pérenne. Tu veux dire à percer un peu plus dans le mainstream, quoi, et de manière pérenne, c'est ça? Ouais, ou même simplement, sans que ce soit dans le mainstream, d'avoir un organe relativement reconnu ah bah tiens, ça c'est le truc qui parle effectivement socio, psycho, santé, machin, autour du catch, et avec un vrai truc de fond, autant d'un point de vue sourcé du catch, mais aussi des différents domaines qui en parlent. Voilà. C'est gros pavé lâché en l'air, mais... Bah, je sais pas si c'est d'un point de vue purement recherche. Il faudrait qu'il y ait un département de sciences humaines qui s'intéresse à Oulala. Mais bon, voilà. Déjà, quand tu arrives avec du jeu vidéo en recherche, ça commence à changer, mais on te regarde en biais. Alors, bonjour, je vais parler de catch. Pour qu'il y ait un média, soit qu'il y ait ça, un centre de recherche, vraiment, pas forcément un centre de recherche, mais au moins un département. Oui, genre en cultural studies ou des choses comme ça, mais il y a déjà des petits trucs. Qu'il y ait ça, ou qu'il y ait un média vraiment journalistique à fond sur le catch, etc., qui fasse vraiment un travail pur et dur dessus. Pour moi, c'était un peu mon point de conclusion, donc j'en profite. Ah bah, très bien. Il faut vraiment que pratiquants de catch, donc c'est catcheurs, bookers, promoteurs, etc., et journalistes de catch, se serrent les coudes, en fait, pour élever le catch en dehors... Oui, c'est beaucoup demandé, ouais. Élever le catch en dehors de ce cadre de niche, sous-sport, sous-spectacle populaire, etc. Il faut le sortir, il faut essayer de faire ensemble et faire en sorte que on dise haut et fort que le catch c'est un art, merde, tu vois. Non mais ça on le fait déjà, mais peut-être, en tout cas avant de... peut-être... discuter, il y a quand même il y a le kayfabe, il y a ceci, il y a cela. Je sais pas si tu avais totalement terminé, mais après je laisserai le dernier mot à Sabrine. Ce que tu dis, ça m'a inspiré un truc très fort. Je me dis, est-ce que le vrai précédent, ce serait pas qu'un catcheur ou une catcheuse écrive? Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple con qui vaut ce qu'il vaut. Le moment où on a commencé à vraiment en France questionner et à peu près cogiter autour de la question, non plus avec des chercheurs et des journalistes qui touchaient de ça ou de loin, la question du porno. C'est le moment où des anciennes actrices en ont parlé. Je pense à Ovidie et Katsuni qui sont très... j'allais faire un anglicisme vocal, enfin très représentés médiatiquement, et à raison, parce qu'elles amènent des axes assez intéressants. Elles sensibilisent aussi pour les jeunes et les moins jeunes sur la pratique, les sexualités, la question du plaisir, etc. Sans tabou. Voilà. Moi, je me dis, avec ta remarque, Félix, j'arrive à avoir un semblant d'élément de réponse. Pour moi, il y a déjà eu une précédente, mais pas en France. Ouais. Non, elle existe déjà depuis la fin des années 90, quand il y a des gars comme Mick Foley qui ont écrit des bouquins sur leur carrière avec vraiment... mais c'est ça. Je te parle pas de carrière, tu vois. Je te parle des articles, soit une espèce de blog introspectif, soit vraiment un truc, tu vois, de quelqu'un qui serait double casquette, comme dirait l'autre. Ça veut pas dire que tous les catcheurs sont concons, qu'on fasse pas dire ce que j'ai pas dit, mais quelqu'un qui aurait la tête bien faite et qui écrirait un truc... avec quand même des interrogations sur la pratique, etc. etc. Voilà. Bah, pour rebondir sur ce que tu as dit, par exemple, Ovidie, tu l'as cité, elle a été actrice porno et elle a décidé, pour gagner en légitimité au-delà de son milieu, évidemment, pour gagner en légitimité médiatiquement, elle est devenue doctorante, quoi. Elle a fait des recherches dessus, elle a fait des documentaires dessus, etc. Donc, en fait, elle s'est appropriée ce truc-là de manière intellectuelle pour démocratiser la chose. Et je pense que ça se fait déjà, en fait, dans le catch. J'en parle un peu dans mon mémoire. En fait, le podcast, je trouve que c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire pour le coup, parce que c'est le moment où des catcheurs et des catcheuses ont décidé de se saisir de ce média qui est tellement facile d'accès, faire un podcast, c'est facile. Le premier, c'était Colt Cabana avec Art of Wrestling. Voilà, donc il y a eu ces mecs-là, en fait, qui se sont dit, nous, on va parler de catch à notre manière, avec notre vie, qui ont été dans le milieu, et pas dans le milieu le plus facile. Colt Cabana, pour le coup, c'était le midi, donc c'était encore plus compliqué. Aujourd'hui, il y a Chris Jericho avec Talk Chris Jericho, même si, pareil, il a un agenda, comme on dit, enfin, je veux dire,
pas Il y a une totalement orientation, neutre, mais ouais, oui. exactement. Mais quand même, c'est-à-dire qu'il arrive aussi à ramener des gens de la WWE. Évidemment, là, il est pro All Elite Ouais, Wrestling et à puis fond. Tu même, peux écouter tous ses podcasts. et puis même par exemple, 3 mois après ou quelques mois après qu'une storyline se soit terminée, il n'hésite pas à inviter un Kenny Omega et tout ça pour vraiment genre tout dire. Genre voilà, par exemple, je dis n'importe quoi, mais en janvier, on a pensé à faire cette storyline, on en a parlé. En février, on a établi les matchs qu'on allait faire tout au long de l'année pour faire en sorte que la rivalité soit divertissante pour les fans et pourquoi on a choisi cet angle-là, cette mise en scène-là à tel moment, pourquoi j'ai fait cette promo-là, c'est-à-dire ce dialogue-là. Donc il y a quand même vraiment un lever de rideau par rapport à ça avec les podcasts comme Topi Jericho. Exactement. Ou même C'est vrai. Steve Austin qui reprenait ses matchs emblématiques, qui les commentait, mais qui les commentait en mode voilà, là j'ai dit à The Rock, en secret, tous les deux au centre du ring, fais-moi un dropkick maintenant tout de suite. Oui. Donc c'est quand même des mecs hyper légitimes qui te disent bah, le catch ça fonctionne comme ça quoi. Donc, Exactement. Ouais. Et je pense que c'est ça en fait qui a tout changé parce que si tu penses, on en parlait des conférences Inside the Ring. Moi j'ai écouté pendant des heures les conférences et je trouve ça incroyable comment le mec arrive à te dire, par exemple il parlait du hijack Raw qui a été fait à Chicago après que CM Punk ait quitté la compagnie, ouais. C'est ça. Et du coup, il expliquait, il va voir Vince et il dit à Vince, tu sais ce qui va se passer ce soir? Et il te dit avec la voix de Vince, oh je trouvais ça extraordinaire, tu vois. Et le mec te dit, bah du coup, Vince n'était pas du tout au courant qu'il y avait Hijack Raw. Et toi, tu te dis dans ta tête, c'est incroyable, tu vois, que Vince n'en ait pas entendu parler. Et du coup, lui, il arrive et il t'explique, il te dit, oui, non, mais alors moi, j'ai décidé de faire la promo pour faire en sorte que les gens soutiennent Brock Lesnar parce que c'est à cause d'Undertaker que CM Punk il est parti et tout. Et il t'explique tout ça. Et toi, là, tu es en train de l'écouter. Pareil, la conférence de Jericho qui part du match qu'il va faire avec Fandango. Et t'as Chris Jericho qui démonte Fandango pendant toute la conférence. Et moi, je me dis, c'est incroyable, ça, c'est totalement briser le kayfabe. Arriver et dire, j'ai dit à Vince McMahon d'aller se faire foutre quand j'ai su que je catchais contre Fandango. Et après, il dit au public, et vous, bande de guignols, le lendemain, vous étiez en train de chanter son thème son, etc. Et je trouve ça, tu vois, c'est un truc de fou, parce que pour coup, là, il brise totalement le kayfabe, il n'y a plus rien, il est là, il est en train de se vider. Et toi, t'écoutes. Et ça, pour le coup, c'est des informations de fou parce que tu te rends compte comment le milieu fonctionne, comment les relations de chacun avec chacun fonctionnent. Et tu brises certains mythes. Enfin, moi, clairement, ça me fait briser le mythe Vince McMahon des fois d'entendre des trucs comme ça. Eh ben, en parlant de lui, il faut peut-être ouvrir sur quelque chose pour terminer qui est complètement... Oui, ah bah oui. sorti ces derniers jours. Je sais pas si tu en as entendu parler, toi, Mehdi. Oui, bah bien sûr. Mais ils ont confirmé, la WWE a confirmé pendant son rapport financier trimestriel que Netflix va produire le documentaire le plus cher de l'histoire de Netflix sur Vince McMahon, mais il sera coproduit par Vince McMahon et la WWE. Donc, ça, non seulement c'est très intriguant, mais je pense que ça peut être un point de non-retour dans les deux sens. C'est-à-dire que s'il est au moins, on va dire la majorité du temps, le plus honnête possible, il va être hyper révélateur et il va du coup vraiment briser ce mur qui reste et qui a déjà été entamé par les podcasts, etc. Par contre, la WWE et Vince McMahon décident vraiment tout contenir, tout manipuler et tout ça dans le documentaire et que ça se sent et ça se voit, ça risque de montrer au monde que le catch ne veut rester dans sa position actuelle et dans sa bulle et qui peut pas être entre guillemets pris au... Je suis peut-être un éternel... Ça peut être très dangereux, quoi. Je suis un peu un éternel optimiste, mais je pense que ça penchera plus pour la première, parce que la mainmise de Netflix, enfin le rapport de force, c'est la première fois que McMahon est quand même, sans mauvais jeu de mots, un peu dans les cordes, même si ça l'a pas empêché d'être toujours un mec, oui voilà, la moula, et comme nous le fait visuellement Félix, mais ça l'a pas empêché aussi de résister malgré tout. Dans des échelles beaucoup moins grandes, et ce sera le mot de la fin, moi je pense aussi, grâce à toi et à Sabrine, quand vous rappeliez le podcast, parce que finalement quand on est dans le guidon, on pense pas forcément aux solutions, quand on pratique la chose. Je pense à des formes aussi qui sont peut-être moins rides qu'un bouquin,
même encore moins aride que des conférences vidéo, je pense à Botchamania. Et Botchamania, depuis de plus en plus d'épisodes, ils lisent des extraits, ça fait un bail même d'ailleurs, ils lisent des extraits effectivement soit d'ouvrages ou des témoignages. Et il y a une forme qui est hyper intelligente. Récemment, ils ont invité Simon Miller, qui lui-même a eu aussi ce cheminement-là de légitimité, de parler du catch chez What Culture Wrestling avant de s'en faire virer et entre-temps d'être devenu lui-même catcheur à Defiant, etc. Et je trouve que l'intégrer comme ça en pastille entre de la rigoloterie, de botch et de bump et de machin, c'est assez c'est assez futé et non pas fucé. C'est moi qui ai botché de la bouche. C'est assez futé dans le sens où c'est peut-être ce qu'on va le plus attraper sans le savoir au vol d'informations sur le domaine du catch de manière critique. Ouais. Voilà. Je m'arrêterai là-dessus. Je vais vous remercier tous les deux et en particulier surtout Sabrine. Voilà, tu complètes mes phrases, en particulier Sabrine, merci infiniment. Sabrine, évidemment, rappelez qu'on te retrouve sur Sabycanrana, Sabycanrana. C'est inscrit dans le titre de l'émission, ça sera rappelé pour la VOD. Et puis voilà, si tu as un dernier mot, un message à faire passer à part ton amour pour ML et pour le catch en général, c'est maintenant. Mon message, c'est juste, j'espère qu'un jour on va y avoir, comment dire, comme tu as dit Félix, une entraide entre catcheurs et entre fans de catch qui écrivent sur le catch, parce que je trouve qu'il y a beaucoup en général, il y a beaucoup on aime bien les fans quand ils sont consommateurs, fans derrière leur écran et que ça finit, quoi. Et en fait, j'aimerais bien qu'on prenne en compte le fait que c'est aussi bon de prendre des choses des fans de catch quand c'est constructif, évidemment, pas quand c'est gratuit. Et de se dire que c'est eux aussi ont une intelligence vis-à-vis du milieu et eux aussi sont légitimes. Et les meilleures choses sont arrivées grâce aux fans. J'ai envie de dire, Becky Lynch, c'était les fans. Le Summer of Punk, c'était les fans. Daniel Bryan, c'était les fans. Et je pense qu'il faut aussi prendre en compte ça. Et quand on écoute un peu les fans, ça donne de belles choses. Et moi, j'aimerais qu'on continue à voir ça comme ça, à ne pas voir les fans comme un ennemi et parfois les voir comme quelqu'un qui peut, comme des personnes qui peuvent nous compléter. Voilà, c'est mon mot de la fin. Super, c'est beau. Super. Écoute, merci beaucoup encore une fois, Sabrine. Pour notre part, vous savez, vous avez l'habitude, mais on va vous le rappeler. Sabrine, vous savez maintenant où la trouver. Félix et moi, vous avez l'habitude, vous avez les canaux Catchacast. Rappelez-vous, on est. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Le Patreon, effectivement, qui est arrivé en cette aube du mois de novembre. Donc n'hésitez pas parce que on vous le dit, et c'est vrai que ça arrive toujours comme un cheveu sur la soupe où tout de suite ça demande de l'argent. Mais ces choses-là, ça demande effectivement des sous, l'investigation, si on veut garder un minimum d'indépendance ou en tout cas simplement ne pas dépendre, être un maximum, ne pas être influencé. Donc voilà, on essaye nous de créer des petites choses comme ça avec non pas sans prétention, mais avec la prétention de faire bouger les choses. Donc n'hésitez pas si vous pouvez y aller. Ça commence des paliers de 1 euro, donc c'est toujours une aide comme une autre et ça nous permet d'investir dans du matériel, d'investir dans des bouquins qu'on lit, des formats vidéo qu'on peut payer, des gens qu'on peut payer pour leur travail, les transports, les trajets des gens, quand de nouveau on sera ressorti de ce fichu confinement. En parlant de ça, prenez bien soin de vous, amour et suplex, et on vous dit à bientôt. Ciao! Salut!